Alors Claire, dans cette seconde partie dédiée aux troubles cognitifs, tu vas nous expliquer comment communiquer avec une personne atteinte de troubles cognitifs et quels comportements adapter pour que tout le monde se sente bien ou en tout cas se sente mieux. Alors, il y a des principes de base, effectivement, pour communiquer avec ces personnes, tout en sachant que tout le monde est différent et que, voilà, en Mmh. fonction des troubles, il faut s'adapter. Mais ben, il est important, en fait, d'établir une relation de confiance et un climat réconfortant. Mmh. Alors, pour cela, alors, et tous les patients, tous les bénéficiaires, en fait, il est important d'appeler la personne par son Mmh. nom de famille et de la vouvoyer. L'appeler mamie, ma Mmh. belle ou par un autre surnom, ça manque de professionnalisme. On est des professionnels, donc on appelle les gens par leur nom et on les vouvoie. Même si on s'entend très bien avec eux, on reste professionnel, on vous voit la personne. Voilà. Si jamais on doit aborder le tutoiement, parfois c'est possible, il faut que ce soit avec l'accord de la personne, il faut que ce soit noté, il faut bien le signaler en fait, voilà, pour dire que cette personne m'a demandé de la tutoyer, donc voilà, c'est pour ça que je la tutoie. On ne le fait pas de sa propre initiative, hein, c'est vraiment à la demande de la personne et dans ce cas-là, on le marque. OK. Ensuite, il est important, quand on parle à une personne, de se mettre à sa hauteur. Si elle est assise et qu'on reste debout, on entre dans une position de dominant. Donc la communication est faussée. Donc, on se met à sa hauteur et on la regarde droit dans les yeux. En fait, ça va permettre de capter son attention et ça va lui montrer l'intérêt qu'on lui porte. Il faut savoir que les personnes qui souffrent de la maladie d'Alzheimer n'ont pas de vision latérale. Mmh. Donc, si vous arrivez sur le côté, comme ça, ils ne vous voient pas arriver. Hein, ils ne vous Mmh. identifient pas. Donc, il faut vraiment se mettre devant et aller capter leur regard. Plus la maladie avance et plus les gens ont le regard un petit peu dans le vide. Donc, il faut vraiment aller capter leur regard pour que vraiment ils mettent leurs yeux dans les vôtres. Et là, la communication peut commencer. En plus, quand ils ont des troubles auditifs, si on est la tête dans le frigo et qu'on leur demande qu'est-ce qu'ils veulent manger à midi, en fait, la communication, elle est pas juste. Hein. Donc, on se met devant eux et là, on leur demande qu'est-ce qu'ils veulent manger à midi. Dans la communication, on peut avoir aussi recours au toucher. Hein, donc, alors généralement, quand on touche quelqu'un, on sollicite son autorisation. Hein, est-ce que vous permettez? Alors, le premier contact, on va serrer la main, par exemple. On peut toucher la main, ça, voilà. Par contre, après, quand on doit toucher autre chose, en fait, on demande l'autorisation. Et on commence toujours par les zones sociales. Mmh. Bon, les mains, les bras, les épaules. Voilà, ça peut être aussi une marque d'affection qui va renforcer les relations. Mais le toucher doit être progressif, il doit être professionnel et il peut être aussi pacifiant. Alors pacifiant, c'est apaiser, mettre en confiance. Hein, quand voilà, on dit ça va aller, voilà, on touche. Mmh. Par contre, il y a des gens qui n'aiment pas être touchés. Hein, donc, si une personne est agitée, on va peut-être éviter d'accentuer. Hein, enfin, on va évaluer si notre geste va être apprécié ou non. Et donc, d'où l'intérêt de connaître la personne, si elle accepte d'être touchée ou pas. En fait, voilà, il faut y aller avec douceur, hein, très progressivement. OK. Un peu comme dans la vie quotidienne pour les personnes non atteintes de troubles cognitifs, au final, on va quand même demander la permission. Exactement, ouais, ouais. Ensuite, quand on communique, on parle. Mmh. Et donc, on va toujours expliquer ce qu'on fait ou ce qui est prévu de faire. Par contre, on fait aussi attention à ce qu'on appelle le non-verbal. Alors, le non-verbal, ça va être nos expressions de visage, ça va être nos gestes, nos postures. Quand on arrive un peu les sourcils froncés, les épaules serrées, en fait, voilà, ça peut manifester une émotion qu'on ressent, un stress ou quelque chose qui nous embête. Et eux, ils vont être très, très sensibles à nos émotions. Même quelqu'un qui ne parle pas, qui est aphasique, hein, qui semble être dans sa bulle, va ressentir les émotions jusqu'au bout.
Et donc, il va ressentir aussi notre paraverbal. Donc, notre non-verbal, c'est ce que notre physique fait ressortir. Et notre paraverbal, ça va être l'intonation de notre voix, ça va être le rythme ou la puissance de la voix. Et donc, ça va aussi témoigner de nos émotions et de nos intentions. Même si le verbal, si le langage est très bienveillant, si on a le ton un petit peu sec, c'est ça qu'ils vont retenir. Donc, parfois, leur attitude est liée à notre posture à nous. Et donc, il est important de bien faire attention à ce qu'on veut dégager. Et donc, du coup, de toujours rester calme, de ne pas s'énerver, de ne pas se montrer contraignant, même si parfois c'est compliqué, quand on entend 15 000 fois les mêmes choses, quand la personne ne fait pas forcément comme on voudrait qu'elle fasse, c'est pas de leur faute. Donc, il faut vraiment prendre sur soi. C'est un gros travail sur soi pour rester calme et ne pas leur faire ressentir notre stress et notre énervement. Ok. Et donc, il est important toujours de se rappeler que c'est justement, c'est pas de leur faute, c'est la maladie. S'ils ont des pertes de mémoire, si ils ont un déficit de l'attention, s'ils ont du mal à s'exprimer, s'ils ont une sensibilité sensorielle qui est accrue ou réduite, s'ils ont un peu moins d'enthousiasme, s'ils ont des difficultés avec les activités quotidiennes et les consignes, c'est autant d'éléments à considérer quand on s'adresse à une personne atteinte de troubles cognitifs. Parce que voilà, ça fait partie de sa maladie. Et donc, je parlais de la voix tout à l'heure. Il est important dans ce cas-là de parler calmement et lentement et avec des mots simples, avec des phrases courtes et une seule consigne à la fois. On ne va pas lui dire, vous prenez votre petit déjeuner, puis après on va à la salle de bain et après on ira se promener. Il y a trop d'infos. C'est, prenez votre petit déjeuner. Voilà. Est-ce que ça va? Vous êtes bien installé? Voilà. Et une fois qu'elle aura fini le petit déjeuner, on va parler de la toilette. Mais voilà, on ne donne pas toutes ces infos en même temps. Et puis, si elle ne comprend pas bien ce que vous lui dites, on peut accompagner les gestes avec, on peut accompagner la parole avec des gestes pour faciliter la compréhension. Par exemple, lavez-vous le visage. Voilà, on va montrer. Vous faites comme ça et on va montrer, nous, on va mimer le geste pour qu'elle fasse, par mimétisme, voilà. Quand on leur parle, il faut faire attention à ne pas donner du négatif. Alors, on le fait tout le temps. Ne vous inquiétez pas. On le fait tous. Ne vous inquiétez pas, ça veut dire qu'il y a sujet à s'inquiéter. Donc, on va plutôt dire tout va bien. Plutôt que de dire vous n'êtes pas seul, on va dire je suis avec vous. On essaye toujours de tourner les phrases dans le positif. Et puis, il faut être patient. Il faut être patient parce que, comme je vous ai dit, en vieillissant, donc c'est un petit peu plus long pour arriver jusqu'au cerveau, et c'est encore plus long avec des troubles cognitifs. Donc, ils vont chercher leurs mots. Donc, on ne leur coupe pas la parole parce que ça leur demande beaucoup de réflexion d'aller trouver les mots pour s'exprimer. On va plutôt les aider à finir leurs phrases. On les aide, quoi. On est là pour eux. On est là pour eux. Et puis, s'ils ont des propos incohérents ou si, par exemple, ils ont des hallucinations, on ne va pas les confronter. Quelqu'un qui dit oui, mon mari est dans la chambre, on ne va pas dire non, votre mari est mort depuis 10 ans. Non. Même si les propos sont pas dans la réalité, on va tenir compte de leur émotion. Quelle émotion ça fait d'avoir leur mari dans la chambre? Si ça les angoisse, on va faire en sorte de faire sortir le mari. Donc, on fait un peu de comédie, on joue un petit peu. Par contre, après, on passe à autre chose. On n'y reste pas là toute la journée sur cette histoire. Voilà. D'accord. Le but, c'est de les rassurer. Voilà, si ça les angoisse et tout, on les rassure et on passe à autre chose. Et pour passer à autre chose, on peut on a recours à ce qu'on appelle des diversions. On va proposer une distraction. On va changer de sujet, pour pouvoir passer à autre chose. Et pour ça, en fait, il est important de bien connaître la personne pour avoir des sujets vers lesquels on peut la tourner. Après, ça peut être l'heure aussi. C'est venez, nous allons préparer à manger, parce que c'est bientôt l'heure du repas. On va voir ce que vous allez manger à midi. Voilà, des choses comme ça.
Ou alors on peut, pour faire diversion, proposer une chanson. Si la personne aime bien chanter, ou commencer à fredonner quelque chose, elle va vous suivre. On peut partager des souvenirs. On peut, dans ces moments-là aussi, stimuler tous les sens, hein, l'odorat, le toucher, voilà. D'accord. Et tu m'avais parlé de chercher le sens des comportements. À quoi ça sert en fait de comprendre le sens des comportements pour l'auxiliaire de vie? Alors, souvent, des personnes qui ont des troubles cognitifs ont des troubles du comportement. Mm. Alors, ça va être le reflet des changements qui s'opèrent dans leur tête, hein, avec l'évolution des maladies, mais c'est aussi parfois la manifestation de quelque chose qu'ils ressentent, d'un besoin, mais qu'ils n'arrivent pas à exprimer. Hein, ça peut être une gêne, ça peut être voilà, dans la mesure où ils n'arrivent plus à mettre des mots sur ce qu'ils ressentent, ils l'expriment par des troubles du comportement. Et donc, c'est en connaissant bien la personne qu'on va voir que ce comportement-là, c'est pas comme d'habitude. Hein. D'habitude, elle n'est pas agitée comme ça, elle n'est pas agacée, ou voilà, il y a quelque chose. Donc, on va aller chercher. Ça peut nous permettre aussi d'identifier des moments où ces troubles apparaissent. Par exemple, des gens qui vont être agités tous les jours avant d'aller dans la salle de bain. Quand on commence à leur dire je vous emmène à la salle de bain pour faire la toilette, ils commencent à s'agiter. C'est qu'il y a quelque chose qui les gêne. Alors du coup, c'est essayer de comprendre, est-ce que c'est le fait de se retrouver nus? Est-ce que ils ont froid? Est-ce que c'est le contact avec de l'eau? Hein? Alors donc dans ce cas-là, par exemple, la douche, hein, ça peut les déranger. Donc il suffit de mettre un gant de toilette autour du pommeau de la douche et parfois on parvient à résoudre le problème. Mais voilà, il faut réussir à identifier. Est-ce que c'est toujours au même moment? Est-ce que y a quelque chose qui les dérange, hein? Voilà, donc on va les chercher. Hein. Parfois, ça va être un pantalon trop serré, par exemple, hein, qui les dérange. Ils ne sont plus en capacité de pouvoir le dire.